Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Le nomadisme, c'est quand même un mode de vie qui est récent, en tout cas le nomadisme digital. Du coup, parfois, on manque de modèles, de voir des personnes plus âgées qui ont réussi à développer des carrières comme ça. Donc, c'est pas parce que ça existe pas que c'est pas possible. C'est peut-être qu'on doit juste devenir un rôle modèle à notre tour et un pionnier, tout simplement. Aujourd'hui, on parle d'une thématique essentielle mais aussi très sous-explorée. Comment construire sa carrière et gérer ses finances quand on est nomade. Donc, c'est des sujets qui sont souvent assez obscurs, parfois aussi source d'incertitude, non seulement pour les nomades, mais aussi pour leur famille. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lise, que vous connaissez peut-être déjà sous le nom de La Minute Freelance. C'est la deuxième fois qu'elle vient sur le podcast. Je l'ai déjà reçue à l'épisode 34, où on a parlé du sujet des relations familiales et interpersonnelles quand on est nomade, donc tout ce qui est dating, amitié et relations familiales. Aujourd'hui, elle revient avec toute son expertise, de nomade depuis plus de 10 ans. Donc elle a été entrepreneur, coach et elle est aujourd'hui freelance. Son parcours montre très bien qu'être digital nomade, c'est pas, juste enchaîner les destinations avec son laptop. C'est aussi faire des choix professionnels, de gestion de carrière, gagner sa vie, anticiper sa retraite, prévoir les coups durs et cetera. Et j'ai beaucoup aimé mon échange avec Lise parce que son parcours nous montre qu'on peut se sentir stable dans un mode de vie qui pourtant ne l'est pas toujours, en tout cas géographiquement. On a parlé des différents modèles de travail qu'on peut choisir quand on est nomade, de stabilité financière, des choix des statuts, mais aussi de salariat déporté, qu'on appelle aussi portage international. Lise donne des pistes sur la manière de gérer ses finances, de maximiser ses revenus grâce à la géo-optimisation, d'investir, de prévoir sa retraite, de gérer son budget. Bref, c'est un épisode qui est hyper complet, très concret aussi, et qui aide à y voir plus clair, qu'on soit déjà nomade ou qu'on se prépare à le devenir. Allez, bonne écoute. Salut Lise, bienvenue pour la deuxième fois sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'accueillir encore une fois aujourd'hui pour parler des problématiques de gestion de carrière et de la gestion de ses finances et de son budget quand on est nomade. Alors peut-être, pour commencer, pour ouvrir un peu le champ des possibles, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les différents modes de travail qui sont possibles pour être digital nomade? Hello Chloé, super contente d'être de retour avec toi dans un autre épisode. Alors, ce qui est possible en tant que nomade, je pense qu'il y a plusieurs voies de carrière qu'on peut choisir. La première, c'est d'être salarié dans son pays, par exemple, quand on est en France, rester, dans la même boîte où on était, salarié avant et voir si on peut être en télétravail ou alors trouver une structure qui est ouverte au télétravail. Ça, c'est la première option, salariat, en télétravail complet. La deuxième option, c'est de créer son activité. Donc on peut être, freelance, c'est-à-dire vendre son temps, de la prestation de service à un ou plusieurs clients à la fois. Et on peut avoir une entreprise, toutes les activités qu'on peut gérer à distance. Il y a des nomades qui sont très créatifs, qui vont avoir des activités en physique, mais déléguées à des personnes et eux vont faire la gestion à distance. On voit beaucoup de nomades internationaux, par exemple, avoir des sociétés de services, conciergerie Airbnb, par exemple, sociétés de ménage et cetera. Du e-commerce aussi où il y a des produits en physique, ce genre d'activité. Donc on peut être créatif dans l'entrepreneuriat
Et une dernière façon d'être nomade, c'est d'être, salarié ou freelance, mais à l'international. Donc de pas se limiter à un pays ou un territoire, d'où on vient, mais aussi de profiter du fait de parler anglais, ce qui est le cas de beaucoup de nomades, pour, avoir des opportunités partout. Je pense que quand on parle anglais, son marché, c'est le monde et on peut aussi être nomade en physique. Ça, j'en ai rencontré moins, mais j'en ai rencontré des nomades comme ça. Par exemple, des photographes nomades, des, tattoo artistes, des gens qui vont tatouer partout dans le monde, donc qui ont un métier qui doit être exercé en personne, mais qui vont le faire en voyageant. Des profs de yoga qui vont voyager un peu partout, des profs de surf. Voilà, il y a des métiers qui vont permettre d'être nomade. Mais moi, souvent, quand je parle de nomadisme, je parle de nomadisme digital, donc le fait de pouvoir travailler depuis, n'importe où avec son ordinateur. Et je pense que la plupart des personnes font ce rapprochement-là aussi, du fait d'être, sur ordi et pas en physique. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est hyper important, pour moi et dans le podcast d'ouvrir sur tous les types, de nomadisme, y compris ceux qui ne sont pas du nomadisme digital. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'on va quand même plus axer sur la partie digitale parce que c'est celle que tu connais le mieux. Et d'ailleurs, justement, pour revenir à toi, parmi tout ce que tu as mentionné, quelles sont les formules que tu as déjà expérimentées et comment ça a évolué peut-être aussi, au fil de tes années de nomadisme? Ouais, alors c'est une super question parce que quand on est nomade sur le long terme, forcément, son activité évolue. Et souvent, je vois des nomades qui se disent, «OK, il faut que j'ai, une activité ou un job pour être nomade». En fait, si tu as envie d'être nomade toute ta vie, à l'image d'un salarié ou de quelqu'un en France qui entre dans le monde du travail, bah, tu te dis pas: «Pendant 40 ans, je vais avoir le même job». Tu te dis, «Peut-être que je monterai une boîte ou que j'irai dans plusieurs entreprises en tant que salarié». Donc il y a cette vision court-termiste chez beaucoup de nomades qui vient peut-être du fait de la peur de se dire, «J'ai une opportunité, c'est tellement rare de pouvoir faire quelque chose à distance que si je la perds, il y aura plus rien après, il y aura un retour», alors que ça, c'est faux. On peut envisager une carrière 100 nomade et il faut y penser parce que ça se construit une carrière, ça ne nous tombe pas dessus. Moi, j'ai commencé pendant les études. J'étais freelance et je faisais un peu, tout et n'importe quoi, parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne. Donc ça, c'était il y a une douzaine d'années, vraiment les premiers pas sur gagner de l'argent en ligne. Donc, j'ai fait, notamment des missions de traduction, mais vraiment par hasard parce qu'on m'a donné une chance et que je parlais anglais. Donc j'ai appris sur le tas et j'étais pas une très bonne traductrice forcément, hein, c'est un métier. Mais ça convenait à mes clients et j'étais pas très bien payée, mais ça me convenait. Donc j'étais sur ce marché de la traduction. Ça m'a donné l'idée d'une boîte, donc j'ai cofondé après une start-up dans le secteur du doublage et du sous-titrage, de traduction, une place de marché que j'ai gérée pendant, presque 4 ans, qu'on a revendu avec, mon associé de l'époque et donc après, une fois la vente faite, ça m'a donné, bah, les ressources, on va dire la liquidité de pouvoir, me poser la question: «OK, c'est quoi la suite?» Et là, j'ai un peu erré, j'ai un peu vogué, j'ai fait du freelancing en fonction des opportunités. Donc parce que j'avais eu cette boîte, j'avais un réseau que j'avais développé. C'est pas un réseau qui m'est tombé dessus encore une fois, c'est cette première expérience qui m'a beaucoup apporté et donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir, des contacts et pouvoir après vendre de la prestation de service en freelance. J'ai fait du produit, donc de la gestion de produits, du copywriting, de la formation. Puis j'ai monté mon activité, La Minute Freelance, qui était un centre de formation, qui aidait les indépendants à se lancer, qui a un peu bifurqué aujourd'hui vers plutôt du contenu et de la formation en ligne que de l'accompagnement. Et donc ça, pareil, nouveau métier, nouvelles ambitions. Et un jour, j'en ai eu marre, j'ai eu envie de revenir au freelancing, donc j'ai fait du marketing et c'est, le type de freelancing et de nomadisme que je pratique aujourd'hui, donc depuis, un peu plus de 3 ans, à trouver un seul client en mission, ce qu'on appelle en régie, mais là complètement en ligne. Donc je fais, du conseil en marketing, notamment en partenariat, marketing d'influence, d'affiliation, mais aussi, ce qu'on va appeler, growth marketing, growth hacking, communication digitale. Donc moi, ma stratégie, c'est de trouver un seul gros client, basé, à l'étranger, pas en France, donc États-Unis, Royaume-Uni et de rester, plusieurs années avec ce client pour avoir des revenus réguliers, mais aussi pour avoir un vrai impact. Parce qu'en restant longtemps, je peux faire des campagnes marketing, les modifier en fonction des résultats, gagner en compétences et faire monter, les stratégies que je définis. Donc on voit que ma mon parcours, il a été un peu, je dirais pas chaotique, mais très varié.
On ne voit pas forcément le rapport entre ce que j'ai fait au démarrage et ce que je fais aujourd'hui, mais ça fonctionne. Et moi, aujourd'hui, si tu me demandes, dans un entretien d'embauche de mettre du sens dans ce que j'ai fait ou même sur mon CV, en regardant en arrière, je trouve de la cohérence. Donc je vais toujours adapter mon CV ou mes présentations à ce que j'ai envie de faire par la suite en trouvant un fil conducteur. Mais c'était pas un fil conducteur que j'avais dès le départ, c'est plutôt: «OK, par rapport à tout ce que j'ai fait avant, où est-ce que je peux trouver des points communs? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'avenir?» Et vraiment dire uniquement ce qui fait sens, pas forcément venir avec, tout son bagage et tout ce qu'on a fait. Et c'est ça, c'est cette façon de savoir me présenter qui fait qu'aujourd'hui je trouve des missions, sans trop de problèmes et que j'ai pas peur de l'avenir. Je me dis que les 30 prochaines années en nomade, bah, j'arriverai sans souci à continuer à bâtir ma carrière et trouver des opportunités. C'est top parce que tu as un parcours qui est tellement, je dirais pas chaotique, moi je dirais non linéaire et pour moi c'est une force, tu vois? Que tu as la vision sur, presque tous les modèles en fait que tu as mentionnés, quasiment. Et du coup, peut-être pour toi, quel modèle tu recommanderais en fonction des profils ou peut-être quels sont les avantages, inconvénients de chacun, chacune de ces solutions en fait? C'est une bonne question. Ça dépend de ce que tu as envie de faire de ta journée. Moi, je trouve qu'être, freelance ou salarié sur des missions ou des rôles à temps plein où, ça tombe tous les mois, tu sais que, voilà, tu as de la visibilité, pour les prochains mois ou les prochaines années. Tu sais de combien va être ta rémunération, tu as pas à chercher de clients. Ça, c'est un mode de travail qui est intéressant quand on veut de la stabilité, ce qui est mon cas aujourd'hui, ça tombe tous les mois, c'est ultra stable et qu'on veut surtout développer des compétences. Donc en fait, quand on est dans un stade de vie où on a envie de faire au quotidien, 8 heures par jour, tu fais quelque chose, tu es dans la production d'un service, tu mets ton temps à profit de résultats, d'impact pour une boîte. C'est un mode de travail qui correspond et qui permet aussi donc de développer ses compétences sur une profession en particulier, mais aussi peut-être d'avoir accès à de nouvelles opportunités. Parce qu'en fait, quand on est dans une boîte, en tant que salarié ou freelance sur le long terme, on va avoir d'autres opportunités et on peut éventuellement, valoriser des compétences transférables et se dire: «OK, j'ai fait, du marketing, si j'ai envie de passer en produit, en service client, je sais pas, en RH et cetera». Quand on a envie de faire ces transitions, c'est beaucoup plus simple de le faire quand on a un employeur ou un client qui nous fait confiance, qui sait qu'on travaille bien, qui va se dire: «OK, en fait, tu as un super profil et tu peux, partir sur autre chose, tu auras du succès». Donc ça, pour moi, c'est le cadre vraiment de grandir, monter en compétences, avoir de la stabilité. C'est idéal quand on est, nomade et qu'on veut, laisser au travail sa place de travail. Voilà, c'est je fais mon taf, je bosse et puis après j'ai des loisirs, je sais que mes revenus vont tomber et vont me permettre de profiter, d'avoir des projets, d'investir et cetera. Maintenant, on a parfois des moments, on a envie d'autre chose. Par exemple, on va avoir envie de beaucoup plus de liberté, de bosser moins, de bosser en dilettante, aussi, peut-être d'avoir beaucoup plus de revenus, enfin de se dire, «OK, je vais monter quelque chose, je vais monter un projet, je vais monter une boîte parce que, j'ai envie de voir si je peux gagner beaucoup plus ma vie. En étant mon propre patron, je vais voir si je peux pas faire fois 2, fois 3, fois 10, et cetera». Donc se donner une chance, on a des ambitions financières qui vont au-delà de juste un salaire. On a des ambitions de créer un projet comme on en a envie. Donc on a cette vision, on veut pas qu'on nous dise quoi faire, on veut vraiment construire. On a envie de, vraiment développer des compétences qu'aucun job nous permettrait d'avoir. On a envie de structurer sa journée, son temps de travail exactement comme on veut. Là, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Mais il faut savoir quand on est entrepreneur, on a beaucoup de contraintes, de l'incertitude, mais par contre, on a beaucoup de liberté. Je trouve qu'être entrepreneur, alors pas freelance, mais entrepreneur, monter une boîte où on va être un peu chef d'orchestre, on va pas faire le travail soi-même. En tout cas, la vision, c'est de déléguer au long terme et de faire tourner une boîte et potentiellement avoir une équipe. C'est bien pour les nomades qui veulent s'ancrer, par exemple, aller, en Thaïlande, à Bali ou dans des endroits qui sont pas forcément très chers, même en Bulgarie et de se dire: «OK, je vais garder mes coûts, très bas, je vais avoir un confort de vie et je vais pouvoir me concentrer à fond sur mon projet». Mais il y a quand même une énergie à donner au quotidien où, la priorité, c'est son entreprise et il y a plein d'entrepreneurs qui vendent du rêve et qui disent, «Travaille, de 3 heures par jour et gagne, énormément ta vie». En fait, au démarrage, il faut quand même beaucoup donner, le temps de trouver ce qui fonctionne et c'est pas une garantie. Il y a pas de garantie qu'on y arrive. Donc c'est de la prise de risque pour éventuellement avoir un énorme résultat. Prise de risque égale, ben, on peut se planter ou on peut, vraiment, avoir du succès.
Donc ça, c'est top aussi en tant que nomade, si on est prêt à se donner une chance, qu'on a envie de tester et de se dire: «Bah, pourquoi pas? J'ai cette idée, j'ai envie de développer ce projet». Et puis après, on va avoir les nomades un peu freelance, donc qui vont vouloir travailler avec plein de clients différents, qui ont pas forcément, besoin d'avoir une stabilité au démarrage, qui se disent: «Bon, bah, je vais prioriser la variété dans mon travail, je vais me faire plaisir, je vais bosser sur des projets, peut-être 2, 3, 10 clients à la fois». Donc ça va être chez des freelances, des coachs, des consultants, les personnes de l'accompagnement qui vont avoir envie de cette variété, de ce quotidien, sans routine, très varié. Et dans ces cas-là, il faut avoir envie de passer une partie de son temps dans la promotion de ses services. Parce que quand on a plein de petits clients comme ça veut dire qu'il va falloir aller les chercher ou qu'ils viennent à nous, donc il va falloir générer un flux de clients. Et donc on va pas passer sa journée à produire forcément du service, on va peut-être produire, quelques heures. Quand je dis produire, ça peut aussi être coach et faire des heures. Donc quand on est coach, on va peut-être avoir un appel ou 2 appels clients par jour, mais on travaille pas 2 heures, on travaille, 8 heures parce qu'il va falloir pousser son offre, créer des contenus, faire des appels, même si on peut le déléguer au long terme. Mais voilà la réalité d'un freelance. Donc selon ses envies, je trouve ça important de se questionner, de se dire: «OK, sur une journée de travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est le projet professionnel dans lequel je vais m'épanouir?» Hein, c'est super important, c'est la notion de plaisir, la notion de priorité. Est-ce que je valorise plutôt quelque chose de régulier qui tombe ou est-ce que je suis prête ou prêt à prendre des risques? Est-ce que j'ai envie de donner, le tout pour le tout, parce que j'ai des ambitions, financières que le salariat peut pas me permettre de remplir aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, je suis très contente ou content d'avoir un salaire qui tombe et je peux avoir des projets à côté? Tout ça, c'est des questions à se poser pour définir son projet pro et ça peut changer. On n'est pas bloqué, on peut tester quelque chose et 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans après changer. C'est aussi important. On va pas se bloquer, on va pas être, coincé et ce qui est important, c'est de se dire que les autres, se rappelleront même pas, moi, c'était une peur, je me disais, «Si je vais dans telle voie, si je fais telle chose, après je serai bloquée», en fait, tout le monde s'en fiche et on peut se réinventer facilement. Ça prend juste, quelques contenus pour, faire un pivot et si on pivote, qu'on change tous les 6 mois, il y a très peu de personnes qui vont se rendre compte qu'on n'est pas constant. Parce que les gens sont occupés avec leur propre carrière, leur propre vie. Il y a tellement de contenu qu'il y a zéro risque à tester ce qu'on a envie de tester. Tant qu'on a les épaules, financières pour le faire, moi je recommande de d'abord choisir la voie qui nous appelle et qui nous plaît le plus. Eh ben, écoute, c'est super clair, ça donne une très bonne vision de tout l'écosystème et de toutes les possibilités. Je trouve que c'était intéressant de partir de: «OK, à quoi est-ce que je veux que ma journée ressemble?» Parce que souvent on se dit: «Ah, qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans?» Et en fait, c'est vachement plus bloquant comme question que là, que tu as fait l'inverse. Tu as commencé par dire: «OK, voilà, la journée va être différente, elle va s'organiser différemment de manière très concrète». Et ça, c'est une perspective que je retiens et qui me semble, hyper intéressante. Je voulais te demander si tu pouvais parler plus en détail du salariat déporté. Mmh. Parce que je crois que c'est une solution que tu connais bien, donc d'expliquer un peu ce que c'est, on en entend de plus en plus parler, peut-être dans quel cas c'est pertinent et comment ça fonctionne et tout ça, quoi. Ouais, alors en fait, il y a plein d'entreprises qui veulent travailler avec des indépendants, des freelances, sur le long terme, donc des missions qui ont pas de fin. Et le cadre du freelance, c'est intéressant pour ces boîtes parce qu'il y a pas d'engagement. Aujourd'hui avec, notamment avec l'intelligence artificielle, les innovations, tout change, très, très vite. Donc les entreprises, sont prêtes à accepter des conditions de télétravail, de travail depuis l'étranger, en échange de cette flexibilité et de se dire: «OK, bah, en fait, j'ai des ressources, j'ai des personnes qui peuvent m'aider, mais si demain j'ai besoin d'arrêter le contrat pour une raison X ou Y, j'ai cette flexibilité». Pour éviter d'avoir des soucis, administratifs, alors ça, c'est pour les personnes qui sont en France. En France, il y a vraiment beaucoup de contraintes, le risque de salariat déguisé et cetera. Il y a des intermédiaires qui peuvent se placer entre les 2. Donc les intermédiaires, les structures de portage salarial qui, en fait, vont venir facturer le client final et salarier le freelance. Donc en fait, le freelance, bah, il a des revenus qui tombent tous les mois. Il est en CDI ou en CDD s'il est basé en France, par exemple. Ça peut lui permettre d'accéder, à la propriété, de louer plus facilement. Donc le portage salarial en France, c'est une industrie qui existe depuis très longtemps et on le voit beaucoup avec les boîtes françaises, donc qui recrutent des consultants, notamment, c'est assez, fort dans l'informatique et le recrutement et aussi le conseil. Mais il y a d'autres professions, qui sont de plus en plus orientées vers le portage.
Maintenant, c'est possible à l'international. Donc, moi, pour te donner un exemple, je suis, basée en Bulgarie, donc j'ai un business en Bulgarie qui est celui avec lequel je facture et j'ai des clients. D'abord, j'ai eu un client aux États-Unis, puis un client au Royaume-Uni, sur des missions longues. Donc première mission, c'est 2 ans et demi et là, ça fait, 4 mois que je suis avec mon client actuel et j'espère rester, des années avec ce client. En fait, pour que ça soit dans les règles, mon client, il a aucune idée de ce qui se passe en Bulgarie. Il ne sait pas si, l'administration bulgare, va, faire une requalification et en fait, souvent les Français, ils sont très, on a tellement peur de l'administratif qu'on pense que: «Oh là là, personne va nous recruter à temps plein en tant que freelance, à l'étranger, c'est pas possible». Mais, un client américain, il va peut-être avoir des freelances dans 70-80 pays. Il s'en fiche un peu de l'endroit où se base son talent, son freelance, si la personne fait du bon travail. Donc, il y a des structures qui sont venues se poser, des structures de portage international qu'on appelle les Employers of Record, EOR, ou alors des Contractors of Record, COR. Et en fait, ces boîtes-là, bah, c'est comme les boîtes de portage en France, sauf qu'elles sont partout dans le monde. Donc aujourd'hui, moi, mon «salaire» entre guillemets, mon revenu de freelance, il passe par un intermédiaire, cette structure de portage. Donc mon client final paye cette structure de portage. Cette structure, elle est basée en Bulgarie, elle fait tout en bonne et due forme. Donc je suis pas salariée, je suis quand même freelance parce que dans le périmètre de mon travail, j'ai un périmètre de consultante. Mais si cette structure de portage avait estimé que, par rapport aux tâches que j'effectue, dans les faits, ça ressemblait à du salariat, elle m'aurait salariée et moi, j'étais ouverte aux 2. Le freelancing, c'est ce qui correspond le plus donc comme je suis freelance dans les faits, eh bien, je suis, freelance bulgare avec donc cette boîte internationale, mais payée par une entité bulgare. Hem, Ça, c'est assez important parce que souvent, on a ce frein mental en tant que freelance, français, se dire: «Oh là là, mais aucune boîte va me recruter, c'est du salariat déguisé», et cetera. En fait, dites-vous que, les boîtes qui ont des millions, des centaines de millions en chiffre d'affaires, elles ont des équipes d'avocats, des équipes de RH qui sont, très qualifiées, qui ont pensé à ces questions et avec les employers of records, aujourd'hui, on peut être salarié ou freelance de partout. C'est d'ailleurs une industrie qui est en pleine expansion depuis la pandémie et le leader des employers of records, Deal, qui est une boîte, une start-up, vient de dépasser le milliard en recurring revenue. C'est une des boîtes qui est la plus forte croissance dans l'histoire des start-up. C'est je crois la boîte qui est le plus forte taux de croissance jamais connue, qui a plus de 35 000 clients partout dans le monde. Donc ça donne une idée de l'ampleur du recrutement au-delà des pays. OK, super intéressant de développer sur cette solution-là, qu'effectivement on en parle de plus en plus, dans, la communauté des nomades, mais en France, pas tant que ça. Donc, merci pour tes éclaircissements. Et puis, donc tu as dit que tu étais basée en Bulgarie et dans l'épisode précédent, tu avais expliqué que tu l'avais aussi fait, pas que, hein, très important, pas que, mais pour des raisons de fiscalité notamment. Et est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la géo-optimisation et en quoi ça consiste? Ouais. Alors la géo-optimisation, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis tombée, il y a quelques années. J'arrivais à facturer. Finalement, je facturais, j'avais une fiscalité énorme parce que j'avais gardé une boîte en France, mais je vivais plus en France. J'y passais même pas, 2 semaines par an et j'avais, presque plus de clients en France et en gros, je payais donc top fiscalité. Alors la fiscalité française, on va dire qu'elle est très élevée pour très peu de services parce que, bah, je j'étais pas sur place, j'avais ma propre sécurité sociale à l'étranger, enfin mon mutuelle privée et cetera. Très peu de retraite. Quand on est indépendant, on sait qu'on doit mettre de côté et en plus, je vivais dans des pays avec des forts coûts de vie, type Costa Rica où c'était pas donné. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, «Qu'est-ce que je peux avoir comme base qui me permettrait déjà de un une base où j'ai envie de vivre?» parce qu'encore une fois, si on fait ça juste pour la fiscalité, on est, malheureux. Donc une base où j'ai envie de vivre, qui soit pas chère dans les frais fixes, les coûts fixes, donc logement abordable, nourriture abordable, qui soit proche de plein d'autres endroits pour pouvoir, voyager facilement et avec une fiscalité qui me permettrait d'investir pour mettre en place mes propres, mécanismes de protection sociale. Parce que moi, ma vie, je ne l'envisage pas avec un retour en France. Donc par exemple, la retraite, dans ma conception de ma retraite, c'est zéro de l'État français. Tu vois? C'est vraiment je me dis: «J'aurais presque rien ou rien». Donc comment je peux faire pour avoir mes propres, mécanismes?
Donc j'ai mon propre système à l'américaine, donc un peu par capitalisation, où j'investis énormément pour me dire, dans 30 ans, j'aurai quelque chose. Donc c'était important pour moi de trouver cet équilibre de géo-optimisation et la géo-optimisation, c'est essayer de facturer dans des endroits bien rémunérés et vivre dans des endroits qui coûtent moins cher. Donc on peut géo-optimiser en France, par exemple, on peut se dire: «Ben, je vais trouver un client à Paris ou un employeur à Paris qui va me payer un salaire, correct et vivre en province». Ça, c'est déjà géo-optimisé parce qu'on va, chercher des revenus là où on rémunère plus et on va vivre dans un endroit qui est plus abordable. On peut pousser la géo-optimisation beaucoup plus loin, ce qui est ce que j'ai fait. Je facture aux États-Unis ou au Royaume-Uni, des pays qui rémunèrent, tu vois, la Silicon Valley, c'est là que tu as les plus hauts salaires. Donc, je vais essayer de trouver des clients ou des employeurs dans ces zones-là qui vont être super contents parce qu'ils vont me payer, même s'ils me payent cher, bah, pour eux, c'est quand même moins cher que payer quelqu'un sur place et je fais bien le taf. Et je vais vivre comme ça en 100 télétravail. Je vais avoir une base qui me plaît et qui a un coût de la vie faible. Comme ça, la différence de ce que je dépense pas, je peux l'investir et ça va me permettre de développer des projets de revenus passifs, de prendre une retraite beaucoup plus tôt si j'en ai envie ou en tout cas déjà d'avoir le droit d'avoir une retraite, ce qui est pour notre génération un gros point d'interrogation. De pouvoir travailler en dilettante, donc là, j'ai eu envie de faire, un break de 6 mois, bah, j'ai fait un break de 6 mois, donc pas de chômage, hein, en tant qu'entrepreneur, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu le droit aux assurances chômage, mais du coup, bah, il faut économiser pour pouvoir se les créer. Donc la géo-optimisation, moi, ça m'apporte, des coûts de base faibles, des revenus très élevés et la possibilité de créer mon propre mécanisme de protection sociale 100 privé. Donc je suis vraiment dans la phase extrême de ce qu'on peut géoptimiser. Mais justement, c'est pour ça que c'est super intéressant parce que tu vas aller vraiment en profondeur sur tous ces sujets-là. Donc on parlera de la retraite après, en détail parce que c'est une vraie question, hein, comme tu dis, pour notre génération. Du coup, peut-être si on cherche à optimiser sa fiscalité, quels sont les critères, à prendre, en compte? Donc, peut-être convention fiscale, TVA, le statut professionnel aussi, tout ça, comment on démêle tout ce bazar-là? Ouais, alors, moi je suis pas une experte et j'ai une grosse phobie administrative, donc je dirais que la première chose, c'est de pas vouloir faire du copier-coller de ce qu'on voit chez les autres, chez soi. Parce que la fiscalité, ça dépend de plein de choses. Mais ce qui est sûr, c'est que le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est ne pas frauder. Comme ça, vraiment, parce qu'il y a plein de nomades qui se disent: «Oui, moi, en fait, je suis jamais en France, donc mais je suis jamais assez longtemps dans des pays, donc je suis résident fiscal nulle part». En fait, on choisit pas sa résidence fiscale et si on paye des impôts nulle part, bah, on risque de repartir dans son pays d'origine et un jour d'avoir une surprise ou un redressement. Le mythe du voyageur perpétuel, pour plein de pays, il y a plein de pays, qui disent que pour leurs, citoyens, si jamais ce sont des voyageurs perpétuels et qu'ils ont payé des impôts nulle part, ils en payent dans leur pays d'origine. Voilà, il faut vraiment la première chose à faire, c'est de voir avec quelqu'un dans son pays d'origine, si on est ou pas considéré comme résident, fiscal par rapport à son rythme de voyage. La première chose, c'est ça, c'est je fraude pas, je me pose la question du rythme que j'ai déjà ou du style de vie que je veux avoir et ça, la plupart des avocats ou des consultants, ils vont demander ça. C'est un peu comme un comptable. Quand on va voir un comptable, on lui dit pas: «Bah, je vais monter un business, mais je sais pas trop», parce que sinon le comptable va pas pouvoir optimiser. Il faut lui donner quelque chose. Donc il faut réfléchir et se dire: «OK, est-ce que j'ai envie d'avoir une base ou pas? Si j'ai une base, où est-ce que j'ai envie de vivre?» Faire ces petites recherches et après arriver auprès d'un consultant ou avocat en se disant: «Voilà ce à quoi j'aspire. Est-ce que dans les faits, je serai plus résident fiscal français, si j'ai ce montage-là?» Donc première case à cocher, ne plus être résident fiscal français ou dans son pays. Deuxième case à cocher, remplir les conditions ailleurs. Encore une fois, on ne choisit pas, donc il y a différents types de résidences. Il y a la résidence, le domicile, qui est différent de la résidence fiscale. Donc on peut très bien avoir une carte de résident dans un pays, mais fiscalement être résident fiscal ailleurs et encore une fois, comme on ne choisit pas, c'est des conditions qu'on remplit. Parfois, on peut aussi avoir la mauvaise surprise de ne pas savoir et de se dire: «Bah, en fait, les impôts de tel pays me sont tombés dessus parce que je suis restée autant de temps». Donc la fiscalité, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre dans quelle case on se trouve et si on veut changer de case, il faut faire les choses dans l'ordre, faire de la paperasse, s'assurer de remplir les conditions. Dans mon cas, je ne suis pas résidente fiscale français parce qu'il y a plein de critères à remplir. C'est soit le centre de ses intérêts économiques. Moi, j'ai clairement pas de revenus, en France. J'ai très peu, j'ai des notes de droits d'auteur, mais c'est vraiment anecdotique.
Donc le centre de mes intérêts économiques, il est en Bulgarie. Je suis en France moins de 6 mois par an. J'y suis vraiment, quand je vais voir ma famille, quelques semaines par an et j'ai pas de famille, mari, enfant et cetera sur place. Donc en fait, j'ai plus de lien avec la France. En plus de ça, je suis basée en Bulgarie, donc la Bulgarie a des conditions fiscales de type, centre de ses intérêts économiques. Donc c'est là que j'ai ma boîte, plus de 6 mois par an, dans les faits, j'y suis. Même si je pourrais y être moins de 6 mois par an, juste parce que j'ai cette notion de résidence permanente. En fait, j'ai mon lieu de vie en Bulgarie, c'est ma résidence permanente, donc c'est indiscutable. Et donc du coup, comme je remplis ces conditions-là, bah, je suis à la fois domiciliée, mais aussi résidente fiscale, sur place. Le Costa Rica, quand j'y passe du temps, tu vois, quand j'ai passé 2 ans, c'est ce qu'on appelle une taxation, territoriale et pas mondiale. Donc même quand j'y étais, j'étais pas taxée sur mes revenus français, parce que c'était pas des revenus d'origine, du Costa Rica. Mais si j'avais, monté une boîte, généré des revenus sur place, bah, j'aurais payé des impôts sur place. Donc c'est très, j'ai l'impression que même quand je l'exprime, tu vois, c'est très complexe. Même moi, des fois, je me pose des questions dans ma propre situation, parfois je fais des notes d'avocat. Là, il y a pas longtemps, j'ai appelé un avocat, je lui ai dit: «Voilà, ma situation, est-ce que tout est dans les règles?» Il m'a dit: «Oui, il y a pas de souci, il y a pas de déclaration à faire, ça c'est bon». J'ai un expert comptable en Bulgarie qui m'aide, qui est assez, calé en fiscalité aussi. J'ai eu un consultant qui m'a aidé à faire le passage en Bulgarie. Donc accompagnez-vous et puis surtout si vous êtes dans un statut, temporaire, bah, il y a peut-être pas besoin de faire un montage complexe. Franchement, quand on est français, avoir une auto-entreprise, par exemple, si on est en dessous des plafonds de revenus, la fiscalité, elle est assez légère sur une auto-entreprise. Bah, ça vaut pas le coup d'aller dépenser, 5 000 € pour faire un montage avec un avocat pour, gagner, 200 € par mois, par exemple. C'est vraiment, peut-être que la priorité, c'est d'abord de devenir nomade, de voir le pays dans lequel on veut se poser et puis ensuite de structurer toute son activité si ça fait sens, là-bas. Eh ben, écoute, merci, c'est très clair. Donc, dans ce que tu as dit, mettons qu'on soit un peu avancé, comme toi tu l'étais et qu'on se pose des questions. Donc, ce que tu as dit qui est très important, c'est ne pas répliquer un modèle qu'on voit chez quelqu'un d'autre et surtout se faire accompagner. Si on veut se faire accompagner, quels sont les types de métiers qui existent? Donc, tu en as mentionné quelques-uns, mais, quels sont les types de métiers et de personnes desquelles on peut s'entourer? Alors déjà, je pense qu'il faut, quand on veut, changer de résidence fiscale parce qu'on change de résidence permanente, un avocat fiscaliste dans son pays d'origine pour comprendre comment tout fermer, proprement et surtout expliquer son cas et dire: «OK, si j'ai telle configuration, est-ce que du coup je suis clean par rapport à mon pays d'origine? Ou est-ce que je dois quand même payer des impôts?» Tu vois, les Américains, par exemple, ils ont une fiscalité, à partir de 120 000 $ par an, ils doivent payer des impôts, même s'ils sont à l'étranger. Sauf s'ils passent moins de je crois que c'est moins de 40 jours par an aux États-Unis, ils payent 0. Enfin, il y a des conditions très précises. Donc comprendre selon son pays, j'imagine que la plupart de tes auditeurs sont français, mais voilà, s'il y a d'autres pays, bah, faire une session avec un avocat, ça peut être une session à l'oral, un appel, un rendez-vous d'une heure et puis ensuite, dans le pays où on va se déplacer, avoir un consultant aussi qui peut nous aider à nous implanter et au quotidien, si on choisit d'être, freelance, avoir un expert comptable qui parle anglais ou qui parle sa langue, qui est capable de bien expliquer, les choses parce qu'il y a plein de comptables qui font le travail, mais qui n'expliquent pas forcément, dans les détails et je trouve que quand on est expatrié dans mon cas, j'ai changé de comptable en Bulgarie parce que je parle pas la langue. Je lis à peine, l'écriture donc en fait, je suis très dépendante pour gérer mon business et mon comptable précédent, bah, je faisais plus confiance, en fait, parce que je comprenais pas ce qui se passait, j'avais pas de réponse, c'était très long. Alors que mon comptable actuel, bah, je peux lui poser des questions, lui dire: «OK, quelle est ma fiscalité personnelle par rapport à la fiscalité de ma boîte? Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que ma facture est dans le bon format?» et cetera et donc le comptable, c'est celui qui va nous permettre, si on a une boîte, ben, de répondre à toutes les questions de TVA qui sont assez complexes. Il y a aussi une question pour ceux qui ont une activité, c'est la question de l'endroit où se déroule l'activité. Donc il y a des pays, par exemple, je prends le cas extrême des influenceurs à Dubaï qui, reviennent en France, faire des choses, en France, 5 mois et demi par an. Bah, là, c'est peut-être un peu borderline. Si tu as tous tes clients en France, que tu viens faire des séminaires en France et que tu es basé à Dubaï, mais que tu es pas vraiment à Dubaï et que tu es très souvent en France, voire plus souvent en France qu'à Dubaï, bah, là, tu vois, c'est du montage, c'est pas de la réalité. Si on a envie d'optimiser sa fiscalité, la meilleure façon de structurer son projet, c'est de se dire: «OK, est-ce que j'ai envie de vivre en suivant ces règles-là?»
qui font que dans les faits, je serai, résident fiscal. Plutôt que de se dire: «OK, je vais essayer d'optimiser, mais dans les faits, je vais pas vraiment vivre là, mais comme je vais payer moins d'impôts, je vais mettre ma base à tel endroit». Mais pour moi, ça fait complètement sens. D'ailleurs, à titre personnel, c'est une des questions que je me pose, je me dis, en fait, il y a beaucoup de pays, notamment dans l'Union européenne, où tu à partir de 6 mois par an, tu dois payer des impôts dans le pays, puis si tu vis plus de 6 mois par an, ce qui, en vrai, pour moi, fait complètement sens. Enfin, tu vis dans le pays, voilà, c'est logique que tu contribues. Mais du coup, ben, c'est ça qui déclenche la question de: «OK, bah, peut-être que je vais déplacer ma résidence fiscale» et donc à ce moment-là, il faut que je réfléchisse à cette question et pas l'inverse de: «OK, ben, où est-ce que je vais me poser? Du coup, il faudrait que j'optimise». Donc ça fait complètement sens, ce que tu dis. C'est très clair. Donc en fait, si je reprends ce que tu as dit par rapport aux différentes personnalités qui peuvent nous accompagner, donc un avocat fiscaliste dans son pays d'origine, un consultant dans le pays dans lequel on va se déplacer et éventuellement, si on a une activité, un expert comptable aussi dans le pays d'accueil. Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de la retraite parce que c'est quand même un gros sujet. Tu en as un peu parlé déjà, mais peut-être, comment est-ce qu'on peut préparer sa retraite quand on est nomade? Quels leviers tu peux utiliser entre la cotisation volontaire, l'épargne, les investissements, l'assurance privée? Enfin, il y a plein de trucs qui existent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, alors pour les nomades, qui gardent une base administrative dans leur pays, par exemple, tu es français, tu as une auto-entreprise et tu voyages, mais tu factures avec cette auto-entreprise ou tu es salarié en France. Bon, la question, elle se pose pas vraiment dans le sens où ça restera les mêmes modalités qu'un actif qui va être retraité un jour et qui du coup cotise. Bien sûr, on peut se poser la question dans ces cas-là de: «Est-ce que je crois que ma cotisation va, me donner des droits à la retraite ou est-ce que je pense que le système va évoluer et du coup, je veux avoir une complémentaire, voire, avoir mes propres investissements pour pas dépendre de ça. Donc ça, c'est le 1er cas de figure. On peut aussi avoir une base dans un endroit où on paye des cotisations. Moi, ce qui est mon cas en Bulgarie aujourd'hui, je paye des cotisations retraite en Bulgarie. C'est, 30 de mes revenus, mais c'est plafonné. Je sais plus du tout à quelle hauteur est le plafond, mais ça reste quand même, beaucoup plus raisonnable que ce que je pourrais payer, tu vois, sur les mêmes revenus en France. Donc en fait, une fois que tu atteins ce plafond, bah, tu es plus à 30 tu as plus de cotisation au-dessus. Mais du coup, comme tu cotises peu, bah, ta retraite, ma retraite bulgare, elle sera à 300 € par mois, tu vois? Donc c'est beaucoup trop peu. Donc selon le pays où on va se baser, il faut voir les conditions de retraite et si c'est satisfaisant ou pas. Puis il y a des nomades qui sont dans des pays ou qui ont des bases où ils cotisent pas du tout et là, on peut s'inspirer des modèles de préparation de retraite des Américains ou des Canadiens qui ont ça aussi, c'est la retraite par capitalisation, donc pas par, répartition comme on peut l'avoir en France ou par solidarité. La retraite par capitalisation, ça veut dire que c'est tes capitaux, tes valeurs mobilières, tes investissements qui vont te permettre d'accéder à une retraite. Moi, ma retraite, je la prépare comme les Américains. En gros, j'ai un courtier, un service de courtage où, j'ai décidé des investissements que je voulais faire par rapport aux risques que j'étais prête à prendre et donc je gère mon portefeuille toute seule. Je me suis formée à ça, j'avais envie de comprendre et j'ai des frais de gestion qui sont très faibles, mais on peut aussi trouver des solutions où c'est géré pour nous, avec des frais de gestion, bien sûr, qui sont généralement un pourcentage de son capital, de ce qu'on met de côté. Et j'ai fait un genre de rétro-planning. Je me suis dit: «OK, j'ai besoin d'avoir un capital de autant». Tu vois? Par exemple, souvent on dit que c'est la règle des 25. Donc tu calcules ce dont tu as besoin par an, tu fais fois 25 et ça te donne le montant, dont tu auras besoin pour prendre ta retraite. Ça veut dire que si tu places cet argent sur un compte qui fait entre 7 et 10 par an, ce qui est, 7 c'est, le dernier siècle de l'indice, S&P 500, donc la bourse, américaine. Donc tu te dis que si ça fait ça depuis un siècle, en moyenne 7 ajusté à l'inflation, bah, il y a des chances que ça continue et la plupart des Américains vont donc investir et se dire: «OK, dans 30 ans, de quoi j'ai besoin pour pouvoir retirer, 3 à 4 de mon capital sans venir, rogner ce capital pour avoir de l'argent jusqu'à la fin de mes jours». Donc moi, c'est ce que j'utilise. J'utilise cette stratégie des intérêts composés où en fait, j'investis tous les mois un montant. J'ai une stratégie d'investissement qui est très agressive parce qu'en gros, là, j'ai suffisamment investi pour que si j'ajoute plus jamais quoi que ce soit jusqu'à 65 ans, en fait, ce capital qui va faire entre 7 et 10 bon, il va continuer de grossir même si j'y touche pas et donc quand j'aurai 65 ans, le montant, il sera suffisamment élevé pour que je puisse faire des retraits tous les ans
sans venir, réduire ce capital. Donc en fait, j'ai déjà atteint ce qu'on appelle le Coast FIRE qui est, le FIRE, c'est le mouvement Financial Independence Retire Early et ce qu'on appelle le Coast, ça veut dire que tu as mis suffisamment de côté pour aujourd'hui ne plus avoir besoin de te soucier de ta retraite et donc moi, ça serait une retraite, faible mais je sais que si je touche pas à ce montant, à 65 ans, je suis OK. Donc ça a été ma stratégie. Il y a d'autres stratégies pour les nomades. Alors moi, je continue d'investir agressivement parce que je me dis, que peut-être que j'aurais pas envie de travailler jusqu'à 65, mais jusqu'à 55 ou 45 et donc je j'ai cette, stratégie-là. Il y a d'autres personnes qui vont investir, dans l'immobilier, par exemple, qui vont investir, dans des business qui pourront tourner sans eux, ou alors où ils auront besoin de faire très peu de choses, par exemple, se dire qu'ils vont acheter un bien et faire des chambres d'hôtes, Il y a plein de stratégies différentes et ça dépend beaucoup de l'âge des nomades. Il y a des nomades qui se rendent compte, des gens qui deviennent nomades à la cinquantaine et qui se disent: «Bah, en fait, j'ai très peu de temps pour préparer ma retraite». Donc l'idée des intérêts composés, d'investir en bourse, ils vont pas avoir cet avantage du temps. Parce que quand tu investis en bourse, plus tu fais ça tôt, plus les intérêts composés travaillent pour toi. Donc en fait, ça va te coûter beaucoup moins d'efforts si tu prépares ça à 20 ans ou à 30 ans que si tu prépares à 40, 50, 60 ans. Il y a pas mal de calculatrices en ligne, je te donnerai, Chloé, un lien. C'est en anglais, mais il y a plein de calculateurs, donc regardez sur les blogs, les sites pour les Américains, les sites du mouvement FIRE. Donc il y a des FIRE Calculator, des Retirement Calculator, parce qu'encore une fois, le modèle nord-américain, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas compter sur la sécurité sociale, on compte sur soi, sur ses économies. Ne vous laissez pas, décourager, vous allez voir des montants, des 2-3 millions si vous avez des hautes espérances pour votre retraite ou alors des 1 million, ça peut paraître énorme, mais dites-vous que sur une échelle de 30 ans, l'effort à faire tous les mois, il est pas, surhumain. Donc c'est investir le plus tôt possible, le plus souvent possible, qui va vous permettre de créer une retraite si vous choisissez un modèle par capitalisation. Eh ben, écoute, j'ai appris tellement de choses. J'ai appris plus de choses en 10 minutes là que, dans le dernier mois. C'est hyper, hyper riche. Avec plaisir pour avoir les petits liens que je mettrai en description pour, pouvoir creuser tout ça. Et maintenant qu'on a parlé un peu de la gestion des finances à long terme, peut-être si on rentre un peu dans le concret, comment est-ce que tu gères ton budget, à la fois peut-être pro et perso, avec ce nomadisme? C'est-à-dire le fait de bouger régulièrement, est-ce qu'il y a des outils, des méthodes? Comment tu t'organises, au quotidien? Ouais, alors en fait, moi j'aime pas regarder mes comptes. J'ai horreur de ça. Je trouve que, je sais pas, ça m'angoisse, c'est pas plaisant. J'ai pas envie de compter non plus et j'ai la chance de c'était pas le cas tout le temps, mais maintenant, en fait, quand tu es plus âgé, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont plus jeunes et ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, quand on gère sa carrière, plus on évolue et mieux on gagne sa vie. On arrive vers un pic où vraiment le maximum, moi je commence à m'y approcher. Je pense que vers 40 ans, tu vois, tu arrives vraiment au pic de ta carrière et après tes revenus se stabilisent, tu peux continuer d'évoluer beaucoup plus. Mais généralement, à moins de se réorienter, tu es confortable vers 35-40 et donc quand on galère, quand on est plus jeune, il faut juste se rassurer et se dire que ce ne sera pas toujours comme ça. Donc aujourd'hui, moi, j'ai la chance de, pas devoir compter. J'aime pas ça et si j'ai envie de me faire plaisir, j'ai pas envie de regarder les prix, j'ai pas envie de calculer pour les petits achats. Par contre, là où je vais planifier, c'est que déjà, la première chose que je fais, je me paye après avoir investi. Parce que encore une fois, je veux pas avoir zéro à la retraite, j'ai pas d'assurance chômage. S'il m'arrive un souci, que je me retrouve, tu vois, avec le bras cassé ou quelque chose comme ça, la prévoyance en Bulgarie, elle est pas très élevée. Donc si je peux pas travailler et que j'ai plus mon outil de travail, je suis bloquée. Donc en fait, je me paye déjà ce que j'appelle me payer, c'est le concept américain de «pay yourself first». Paye ton futur toi, ta sécurité sociale, privée, mets de côté. Donc il y a une partie, j'y touche pas. Dès que je touche ma rémunération en freelance, je laisse les impôts sur le compte, pro et après moi j'investis dans mon courtage ou alors sur mes revenus, j'ai au minimum 6 mois de dépenses de côté en liquide qui sont pas placées parce qu'encore une fois on peut placer, mais la bourse a des hauts et des bas et il y a rien de pire que de devoir retirer ses investissements quand on a, moins 20 sur son portefeuille parce qu'on perd de l'argent, ça fait très mal donc si c'est ça pour enfin, faire ça pour payer son loyer, ça fait vraiment mal. Donc j'ai toujours au moins 6 mois. Là, en ce moment, le marché de l'emploi, le marché du freelancing, il est un peu au ralenti, donc j'ai 1 an.
et je sais que pendant 1 an en Bulgarie, je peux tenir, payer mon loyer, me payer ma nourriture, mes petits loisirs et ça passera. Et donc mon revenu, d'abord donc les impôts, je les mets de côté, puis je mets de côté mes investissements, enfin un montant encore une fois assez agressif. J'essaye vraiment de d'investir le plus possible et après je me verse mon salaire, ce que je considère mon salaire. Et ça, j'en fais ce que je veux. Une fois que mon loyer est payé, si j'ai envie d'aller faire du shopping et que je décide d'un seul coup de faire chauffer ma carte, il y a pas de souci. Si je vais au resto, que j'ai envie d'inviter tous mes potes parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus, il y a pas de souci. Mais par contre, quand le compte est dans le rouge, ben, il est dans le rouge, ce qui m'arrive pas souvent parce que j'ai cette espèce de prise de conscience intérieure de combien j'ai dépensé. Mais moi, c'est ma façon de fonctionner avec mon budget. L'essentiel est pris en charge. Je sais que je me suis sécurisée, que j'ai pensé à mon avenir. Je sais que mes responsabilités ont été, tenues. J'ai payé mon loyer, j'ai payé mon assurance aussi. J'ai des assurances privées de santé et donc il me reste mon budget de dépenses courantes que j'alloue comme je veux et souvent, du coup, comme je suis en Bulgarie et que je dépense peu, bah, ce budget-là, il grossit, grossit, grossit et dès qu'il y a suffisamment de matière, c'est là que je vais me dire: «Ah bah, en fait, je peux me permettre de me payer une retraite de surf ou de yoga cette année». Ou, je peux, me permettre de décider spontanément d'aller faire un voyage pour voir ma famille, donc c'est moi, ça me convient. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir tous les postes de dépenses. Moi, je préfère cette vision au quotidien de très, très légère et en fait, je passe même pas 1 heure par mois à regarder mon portefeuille d'actions, allouer mes investissements et juste regarder mes comptes, pour voir où j'en suis. OK, super intéressant. Tu sais que tu as un plafond de sécurité toujours en permanence disponible et tu as parlé de la prévoyance et du fait que, ben, voilà, potentiellement, tu te casses un bras, tu as besoin d'avoir des fonds tout de suite qui ne soient pas placés. Justement, comment est-ce que tu gères la partie santé quand tu es nomade? Pas assurance et cetera? Ouais, alors tu as plusieurs solutions. Déjà, tu peux quand tu es français, tu peux rester à la sécurité sociale si tu veux, faut juste cotiser avec la caisse des Français à l'étranger et donc tu peux choisir soit de juste maintenir ta couverture quand tu rentres en France, faire tes soins, soit avoir une mutuelle internationale. Moi, j'ai encore la sécurité sociale, même si je l'utilise pas, parce que, j'ai une boîte qui facture plus, qui m'a coûté plus de l'argent qu'autre chose, donc je paye des cotisations URSSAF. Mais je pense que donc là, cette année, j'ai tout fermé et je pense que je vais garder la caisse des Français de l'étranger, juste en urgence. Tu vois? Vraiment, s'il m'arrive un truc, me dire: «Bah, je continue de cotiser». Alors c'est pas un faible coût, c'est quasiment, 1 000 € par an, mais tu sais que, si tu rentres en France et que tu as besoin de parler français avec des médecins, c'est une solution. Après, je trouve que le système de santé français, alors on a des très bons soignants, mais c'est une galère d'avoir des rendez-vous. À l'étranger, j'ai jamais été aussi bien soignée qu'en Bulgarie. Tu vois, le dentiste, il est dispo en 1 semaine, pareil pour l'ophtalmo, le dermato, enfin, tu as des rendez-vous comme tu veux. Il suffit juste, entre guillemets, de payer et même quand tu payes, c'est, 20-30 € maximum. Donc, ça reste très, très raisonnable. Quand tu compares ça à peut-être des cotisations sociales ou de l'URSSAF, beaucoup plus élevées en France. Donc moi, comme je suis un peu quelqu'un de stressé et que j'ai pas envie d'avoir zéro couverture, je vais maintenir ma couverture en France. J'ai ma couverture en Bulgarie via les cotisations que je paye en Bulgarie et je passe, beaucoup de temps à l'étranger, donc j'ai aussi une assurance santé voyage. J'utilise Safety Wing qui est vraiment pas mal, où là, en fait, s'il m'arrive un accident à l'étranger, je suis couverte. Donc voilà un petit peu les piliers de ma santé. Au niveau de la prévoyance, donc ce qu'on appelle les assurances, invalidité, décès, donc mis à part celle de Safety Wing quand je suis en voyage, où du coup là, s'il m'arrive un accident, une invalidité, bah, c'est pris en charge. S'il m'arrive quelque chose en Bulgarie, il se passera rien. J'ai pas d'assurance, j'ai pas de prévoyance sur ça. Il y a un gros vide dans le marché, j'ai pas trouvé de solution privée pour me couvrir et c'est lié au fait que je sois indépendante et pas salariée. Donc quand on est salarié, on peut par exemple continuer à cotiser en France à ça. On peut aussi continuer à cotiser à sa retraite, encore une fois avec la caisse des Français de l'étranger. Je pense que, si je me trompe pas, il y a une assurance invalidité décès. Par contre, si on est, un freelance, c'est plus compliqué de trouver des solutions. Donc si quelqu'un un jour trouve une solution, s'il vous plaît, envoyez-moi le lien. Mais du coup, comme j'ai, cette politique agressive d'investissement,
ça me permet de me dire que je pourrais me débrouiller s'il m'arrivait quelque chose, dans un futur proche, mais voilà. Invalidité et incapacité de travail, pour moi, c'est les points, difficiles en tant que nomade. En fait, on n'a pas forcément si on n'est plus rattaché à son pays d'origine ou si son pays d'origine n'a pas de filet de sécurité, en gros, s'il nous arrive un truc, qu'on peut plus travailler, qu'on devient, invalide ou en incapacité de travail, ben, on a zéro revenu. Moi, ce qui me frappe le plus dans tout ce que tu as dit là depuis le début de notre échange, c'est que tu vois très clair, c'est très carré, tu es capable de non seulement de toi le comprendre, mais aussi de l'expliquer, ce qui veut dire que vraiment c'est très clair. Alors que tu as dit à un moment donné que tu avais une énorme phobie administrative. Et ça, je pense que de l'entendre, enfin, je suis pareil, une très grosse phobie administrative aussi. Je pense que de l'entendre, le fait que, OK, c'est possible, tu te fais accompagner, tu te formes, comme tu as dit, super important, tu te renseignes et tout. Et ben, c'est vachement rassurant, pour, les personnes qui nous écoutent et qui auraient toutes ces questions et cette phobie aussi, qu'on est beaucoup à avoir, je pense, surtout en France, parce que, à mon avis, en France, l'administration ne facilite pas, toutes les démarches, de mon expérience en tout cas. Et du coup, peut-être pour, terminer, si tu as un conseil ou des conseils, allez, pour quelqu'un qui voudrait être nomade, mais qui appréhende particulièrement, tout cet aspect financier. C'est que ça se construit au fil du temps, donc on n'est pas obligé d'avoir, toutes les pièces du puzzle, avant de se lancer et que, en fait, on ne doit pas se laisser bloquer par l'administratif. En fait, on n'est pas en prison, on n'est pas bloqué. On a le droit, on a une chance incroyable en tant que Français, on est européen, donc déjà on a le droit d'immigrer partout en Europe et on a un passeport qui est assez fort avec la possibilité d'aller visiter des pays et d'y passer du temps pour éventuellement, en étant dans le pays, avoir un projet d'immigration, enfin pouvoir rencontrer des personnes, poser des questions. Donc en fait, on n'est pas obligé avant de partir d'avoir toutes les réponses. Les réponses se trouvent et les systèmes se construisent. Ça moi, c'est pas arrivé en une année. En fait, ça fait quelques années seulement que j'ai mis en place ce système où j'ai commencé à penser à la retraite. Je me suis dit: «Waouh, j'ai 33 ans». Maintenant, tu vois, j'en ai 36, mais en fait, j'ai commencé vers 32-33 à investir pour ma retraite. Avant, j'avais une très mauvaise gestion de mes finances. Je dépensais beaucoup, sans m'en rendre compte, j'avais beaucoup de culpabilité aussi par rapport à ça. Je me disais: «Waouh, je suis pas propriétaire, j'ai plus de 30 ans, j'ai pas beaucoup d'économies, pourtant j'avais vendu une boîte, enfin j'ai beaucoup dépensé». Tu vois? Je me rendais compte de mon style de vie et en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à mettre les choses en place avant ou qu'on se considère comme mauvais, par exemple, je suis mauvais en gestion budgétaire, c'est pas parce qu'on a eu cette expérience-là que ça sera toujours comme ça. Ce qu'il faut, c'est juste, mettre en place des plans d'action et commencer par un premier pas, se dire: «OK, c'est quoi la première étape?» Et les choses, on est surpris de voir à quel point, une fois qu'on a fait des petits pas, le reste s'enclenche très vite. Bah, écoute, merci pour ce chouette message de la fin qui donne de l'espoir, même si, on n'y connaît pas grand-chose, qu'on a peur de faire des boulettes et qu'on a la phobie administrative. Avant de terminer, cet épisode qui a été vraiment très riche, que j'ai hâte de partager, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur le sujet de la carrière, des finances aussi, quand on est nomade? Ouais, je veux ajouter que en fait, le nomadisme, c'est quand même un mode de vie qui est récent. En tout cas, le nomadisme digital, hein, pas les autres types d'immigration et de déplacement et que du coup, parfois, on manque de modèles, de voir des personnes plus âgées qui ont réussi à développer des carrières comme ça. Donc c'est pas parce que ça existe pas que c'est pas possible, c'est peut-être juste que en fait, il y a eu tellement peu de personnes qui ont eu ce mode de vie qu'on n'est pas représenté. Mais encore une fois, c'est à nous de le construire. On va laisser aussi, peut-être cet héritage aux générations futures de dire: «Bah, en fait, c'est pas parce qu'on est né dans un endroit qu'on y passera toute sa vie et peut-être qu'on vivra dans 5 ou 10 pays différents». Aujourd'hui, les États ont des passeports nomades, on est obligé aussi par rapport à l'économie de se réinventer, de changer beaucoup. Donc en fait, si ça existe pas, c'est peut-être qu'on doit juste devenir un rôle modèle, à notre tour et un pionnier, tout simplement. Bah, écoute, merci pour ce très chouette message, pour la fin. Déjà, toi, alors tu n'es pas encore retraité, mais tu as quand même, un modèle assez avancé, assez élaboré que tu as construit avec le temps et que je trouve très inspirant et c'est pour ça que je suis vraiment hyper, contente d'avoir pu t'accueillir ici, pour parler de différents sujets. Donc un immense merci pour ça. Où est-ce qu'on peut te suivre peut-être, pour, avoir un peu tes actus, tout ce que tu as à transmettre, les ressources aussi dont tu as parlé?
Ouais, on peut me retrouver sur, La Minute Freelance, sur, Instagram et mon site et puis, sur LinkedIn, Lise Simane. Donc LinkedIn, je l'utilise beaucoup pour ma propre carrière, mon côté pro, donc mes activités, avec mon client principal et La Minute Freelance, c'est là qu'on va retrouver, plutôt les conseils, sur, ce mode de vie, nomade, trouver un seul client, dans le monde anglo-saxon géo-optimisé. Bah, écoute, super, on te retrouve là-bas dans ce cas. Merci pour tout Lise et puis à très vite j'espère. Merci Chloé, à très vite. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, surtout abonnez-vous et donnez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend, allez, 5 secondes à tout casser et ça soutient vraiment mon travail puisque ça donne de la visibilité aux médias. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, eh ben ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!